Ouais, je pense que bon, le Maroc, pour la France, est un pays tout à fait à part dans notre diplomatie internationale. Nous appuyons beaucoup sur le Maroc, nous avons beaucoup de convergences. Nous portons ensemble des projets au niveau international. Je pense par exemple à tout ce qui s'est fait en matière environnementale avec la séquence COP21, COP22. Et maintenant, il faut continuer aussi à travailler sur ces sujets-là. Vous avez évoqué les questions économiques, où effectivement la France a une grande place au Maroc. Mais l'innovation, par exemple, ça passe aussi par le Maroc en France. Moi, j'ai constaté depuis que je suis ici qu'il y a aussi des entreprises marocaines qui investissent en France. Donc, on n'est pas sur un partenariat, je dirais, déséquilibré. Non, on est sur un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ces pistes-là qu'il faut travailler pour aller encore plus loin dans notre manière de faire les choses. Je pense que notre rôle aussi, ici au Maroc, c'est d'accompagner un certain nombre de choix qui sont faits par les autorités marocaines. Et on voit bien, quand on regarde par exemple les différents discours de Sa Majesté le Roi, on voit bien qu'il y a des axes qui sont donnés pour la politique économique du Maroc, notamment la régionalisation, notamment la lutte contre les inégalités. Et là aussi, on a des outils, notamment l'Agence française de développement, pour qui le Maroc est le premier partenaire. C'est une agence, comme vous savez, qui est très implantée en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, aussi ailleurs dans le monde, mais sa priorité numéro 1, c'est l'Afrique. Et donc, on peut monter ensemble des projets qui vont dans cette direction-là. Il y a une semaine, nous avons organisé un séminaire sur la ville durable dans le cadre de la préparation du sommet Afrique-France qui se tiendra en juin 2020 à Bordeaux. Nous l'avons fait avec le CESE. Et je dois dire que j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant et qu'on trouve au Maroc beaucoup d'idées. Il y a des choses, le Maroc peut servir en fait d'incubateur ou de laboratoire pour de nouvelles idées dans ces domaines-là qui ensuite peuvent servir, on va dire, sur tout le continent. Je pense justement que la ville durable là, que je viens de citer est un domaine clé parce qu'on voit qu'au Maroc, le Maroc, comme l'ensemble du continent africain, est confronté à cette augmentation de la population urbaine. Ça veut dire qu'il faut créer des nouvelles villes et on a des exemples. On a l'exemple de Ben Guerir qui est en train de muter. On a l'exemple de Zenata qui voit le jour. Il y a aussi des villes qui se transforment, des nouveaux quartiers à Casablanca par exemple. Et autour de ça, le fait que dans tous ces exemples que je cite, il y a des entreprises françaises, on peut travailler sur des nouveaux projets, des choses vraiment innovantes. Elle est très bonne. Je dirais que la lutte antiterroriste, nous avons les mêmes ennemis. Et nous avons un intérêt objectif à travailler ensemble. Nos ennemis, ce sont ceux qui sont engagés, par exemple, au sein d'Al-Qaïda dans le Sahel ou au sein de Daesh en Syrie, en Irak. Nous sommes confrontés à la même réalité, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens de nos pays qui se sont déplacés sur ces théâtres et qui, dans le cas de la France, ont organisé des attentats comme notre pays n'en avait jamais connu. Donc pour nous, la coopération internationale en matière de terrorisme est très importante et avec le Maroc, elle se passe très bien. Il faut bien entendu continuer, poursuivre. Ça passe par des échanges de renseignements, ça passe par des équipes qui se voient, qui travaillent ensemble, qui se connaissent. Et au-delà du terrorisme, c'est toutes les filières, on va dire, ou les mafias, parce qu'on se rend compte qu'au fond, ce sont un petit peu les mêmes qu'on va retrouver dans des affaires de stupéfiants, dans des affaires de migration illégale, etc. Et nous avons un intérêt objectif à travailler ensemble sur ces sujets-là. C'est très important pour nous. En fait, ces réunions de haut niveau, je trouve que c'est surtout utile pour permettre, puisque en fait ça se tient au niveau des deux chefs de gouvernement, mais ils sont entourés d'un certain nombre de ministres. Je n'ai pas encore la liste des ministres qui se rendront en France le 19 décembre pour cette réunion, mais ça permet surtout aux ministres de se connaître et de travailler ensemble sur les sujets que vous avez décrits, comme l'éducation, comme ça peut être la culture, ça peut être la jeunesse, ça peut être la santé. Il y a plein de sujets et ça met une régularité dans la relation.
puisque ces réunions, elles ont lieu tous les 2 ans. Et c'est à travers ces contacts, en fait, d'administration à administration qu'on avance. La coopération décentralisée, c'est très important aussi, parce que ça accompagne justement la régionalisation voulue ici au Maroc, à travers nos collectivités territoriales, nos régions ou nos villes. C'est important aussi que les gens se voient, se connaissent. Donc c'est pour ça que nous tenons à ce que ces réunions se fassent régulièrement. Et bien sûr, c'est l'occasion de signer des accords. En fait, il y a des réunions entre ces réunions de haut niveau. Par exemple, la dernière réunion qui a eu lieu au mois de septembre à Paris. C'était la secrétaire d'État à l'époque qui était auprès du ministre des Affaires étrangères marocain qui avait mené la délégation marocaine. De notre côté, c'était le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et qui ont fait un suivi justement de la rencontre de 2017 pour voir si ce que nous avions annoncé a été fait, s'il y a des domaines où il faut qu'on mette un petit coup d'accélérateur, s'il y en a d'autres qui sont apparus. Donc effectivement, il y a des réunions régulières à des niveaux, on va dire, plus administratifs ou ministres qui font cette évaluation. Et bien sûr, les ambassades, l'ambassade du Maroc à Paris et nous ici, nous faisons le suivi constant de ces accords. Vous savez, la question du niveau de français, c'est un sujet dont on parle dans tous les pays, y compris en France. On vous dit que les jeunes Français d'aujourd'hui n'ont pas le même niveau. C'est très difficile à juger. Moi, je n'ai pas les éléments, et d'autant que je n'étais pas au Maroc il y a 10 ou 20 ans pour faire des comparaisons. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un nombre de Marocains qui suivent l'enseignement de plus en plus loin. C'est impressionnant. Ces 20 dernières années, le taux de Marocains qui accèdent, par exemple, aux études universitaires est bien plus élevé. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de Marocains, finalement, qui maîtrisent plusieurs langues. Alors, comme vous l'avez dit, à commencer par le français, mais d'autres, l'anglais, l'espagnol, enfin... il ne faut pas opposer le français et l'anglais, je pense. D'ailleurs, les Français en France parlent anglais. Simplement, le Maroc est dans un environnement. Il est dans un environnement. Son environnement, c'est l'Afrique. Et en particulier l'Afrique francophone. Et donc, je pense que le français, c'est une langue de communication pour le Maroc envers ses partenaires les plus naturels. Et bien sûr aussi envers la France et des pays, on va dire, du Nord. Mais d'abord et avant tout, les pays du Sud, il y a plus de locuteurs aujourd'hui français, de la langue française en Afrique qu'en France, largement plus. Et on parle du français dans les années 2030 comme touchant 800 millions de personnes. Évidemment, ce ne sont pas des Français, ce sont des Africains. L'avenir de la langue française est en Afrique. Donc si le Maroc veut avoir cette politique très tournée vers le continent africain, le français en fait partie. Et le français, je dirais, est un atout pour le Maroc, justement, dans cette relation avec l'Afrique. Après, l'anglais, plus on parle de langue, mieux c'est. Donc, il ne faut pas vraiment les opposer. Il n'y a pas d'inquiétude. Non, je crois d'ailleurs qu'un Marocain qui parle français, arabe, darija, il parlera anglais avec encore plus de facilité puisqu'il maîtrise déjà plusieurs langues. Et puis ensuite, la 4e, la 5e et la 6e langue, ça devient de plus en plus facile. Vous savez, un étudiant, former un étudiant, ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent aux contribuables français qui payent ses impôts. Et demander des frais d'inscription qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que coûte l'étudiant, qui reste des frais d'inscription, je dirais, modiques, c'est une manière de contribuer pour tous ceux qui font des études en France. Bon, il a été décidé l'année dernière donc, de modifier le système et de demander des frais un peu plus élevés aux étudiants étrangers. De fait, il y a beaucoup de bourses pour les plus modestes. Il y a également des universités françaises qui ont mis en place des systèmes d'exemption parce qu'en fait, elles ont estimé à leur niveau de l'université qu'elles ne souhaitaient pas demander des frais d'inscription aux étudiants étrangers, donc c'est leur décision. Et donc, de fait, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Et ce que je constate, moi, c'est qu'au niveau de Campus France, qui est notre organisme ici, qui examine les candidatures marocaines pour les études, en fait, nous avons
pratiquement autant de candidatures que l'an passé, et nous avons de meilleurs dossiers. Donc, alors, en plus, il y a beaucoup de Marocains qui font des études dans des grandes écoles, qui de toute façon sont dans un autre système, payant, avec des frais parfois très élevés, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui font des études d'ingénieurs ou bien des études commerciales. Et là, c'est dans le système, on va dire, privé, souvent. Donc, moi, je crois que ça n'affecte pas les frais de scolarité, et ça permet justement, l'idée de donner des frais de scolarité, c'est pour aussi financer des bourses pour les plus modestes, dont les familles ne peuvent pas supporter effectivement un séjour en France pour leurs enfants. Oui, alors nous avons un très beau réseau au Maroc, puisque nous avons 13 instituts français, une alliance, un centre de recherche. C'est dire à quel point le Maroc est pour nous important, puisqu'on a développé ce réseau. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de sortir un peu des instituts, c'est-à-dire dans notre programmation, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas aller dans les instituts. Dans notre programmation, de faire des choix aussi qui nous amènent à amener de la culture, je dirais, hors les murs, dans la rue, dans des espaces publics. Ça, c'est un axe, un premier axe. Un deuxième axe, c'est tout ce qui est numérique. Donc on a par exemple le musée virtuel qui est maintenant installé dans plusieurs instituts français, qui permet de visiter des musées depuis l'institut et d'approfondir ensuite avec les médiathèques. Donc ça c'est un deuxième axe. La jeunesse, bien entendu, c'est notre priorité numéro 1. Toucher les jeunes Marocains, les amener à venir justement dans les médiathèques, dans les instituts dès l'enfance, pour prendre cette habitude de se confronter aux livres. Pas au rythme espéré, escompté, donc. Si, moi, quand je vais dans les instituts, je suis absolument époustouflée par le nombre de personnes, le nombre de jeunes qui s'y trouvent, le nombre d'enfants qui sont en train de lire un livre, d'étudiants qui viennent trouver les ouvrages dont ils ont besoin. Je trouve que c'est assez impressionnant. Il faut y aller dans les instituts français pour voir à quel point il y a du public.